Bonjour et bienvenue dans cette quatrième leçon qui portera sur le principe de la récurrence. Pour mieux exploiter ce principe, nous allons donc démontrer quelques résultats sur les entiers. Pas seulement avec la récurrence, mais nous allons voir aussi quelques représentations géométriques de ceux-ci. Restez avec nous car, comme je l'espère, cette leçon vous apportera plus de compréhension de ce fameux principe. Pour commencer, nous allons explorer ensemble la somme des entiers naturels impairs. C'est-à-dire, on remarque ici que 1, c'est égal à 1, c'est la toute première somme, c'est le premier nombre impair, n'est-ce pas? Et puis, si je fais 1 plus 3, je tombe sur 4. Maintenant, si je fais 1 plus 3 plus 5, je tombe sur 9. Ensuite, 1 plus 3 plus 5 plus 7, je tombe sur 16. Une dernière expérimentation, si je fais 1 plus 3 plus 5 plus 7 donc et plus 9, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, je vais obtenir 16 plus 9, puisque 1 plus 3 plus 5 plus 7, on l'a déjà calculé, ça vaut 16. Et 16 plus 9, ça vaut bien 25, etc. Qu'est-ce que je remarque ici? Eh bien, je remarque que le premier 1 ici, il vaut 1 au carré. La deuxième somme, elle vaut 4 et c'est 2 au carré. La troisième somme, c'est 3 au carré. La quatrième somme, c'est 4 au carré. La cinquième somme, c'est 5 au carré, ainsi de suite. Donc, je peux conjecturer, je sens que, c'est-à-dire, la somme des entiers impairs donne toujours un carré parfait. C'est incroyable ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, maintenant, si je somme 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11, qui est l'entier impair après 9, est-ce que je vais tomber sur un carré parfait? Eh bien oui, parce que je vais tomber sur 25 plus 11, et 25 plus 11, c'est 36, c'est-à-dire 6 au carré, comme on l'a bien senti. Mais pourquoi donc? Donc je voudrais démontrer plus généralement que ce résultat sera vrai tout le temps, c'est-à-dire si je prends la somme 1 plus 3 plus 5 plus 2n-1, je vous rappelle que ici 2n-1 est un nombre impair, et il s'agit en fait du nème nombre impair. Puisque si je prends par exemple n égale à 1, je tombe sur le nombre impair 1, c'est-à-dire le premier. Si je prends n égale à 2, eh bien je vais tomber sur le deuxième nombre impair, c'est-à-dire 2 fois 2 moins 1 qui est égal à 3, etc. Donc, qu'est-ce que je voudrais démontrer? Je voudrais démontrer que cette somme ici, elle vaut tout le temps n au carré. Peu importe le nombre n, c'est-à-dire que si j'ai envie de sommer jusqu'à n égale à 1 milliard, eh bien, je sais que la somme finale sera égale à n carré. Ah bon, mais pourquoi donc? Nous allons utiliser le principe de la récurrence pour le démontrer, que je vais expliquer incessamment sous peu, mais vous allez voir que le principe de la récurrence n'est pas réellement la clé à ce type de somme qui donne miraculeusement quelque chose de très simple à calculer. Alors, ce qui s'est passé ici, c'est qu'on s'est rendu compte avec de l'expérimentation que la somme des premiers nombres impairs est toujours un carré parfait. Il semble alors que ce résultat est vrai tout le temps, c'est-à-dire pour n'importe quelle somme de nombres impairs. Mais qu'est-ce qui me garantit ce résultat? Pour l'instant, rien du tout, puisque ce résultat peut fonctionner pour les premières valeurs de n, c'est-à-dire pour n égale 1000, ça peut fonctionner, jusqu'à n égale 10 000, ça peut fonctionner, mais les 3 points ici de suspension ne signifient pas que le résultat sera par exemple valide pour n égale à 1 milliard. Eh bien, moi, ce que j'aimerais démontrer ici, c'est que ce résultat sera vrai pour n'importe quel nombre n, et ce, en utilisant le principe de la récurrence. Qu'est-ce que je remarque ici? Eh bien, je remarque que pour calculer, par exemple, la somme ici 1 plus 3 plus 5, ce que je fais directement, c'est qu'à partir du résultat 1 plus 3 égale 4, je fais directement 4 plus 5. Et 4 plus 5, donc, donne directement 9, qui est égal à 3 carrés. Maintenant, pour calculer la somme qui est ici, inutile de refaire tous les calculs. Ce que je vais faire, je vais utiliser le résultat d'avant, c'est-à-dire 1 plus 3 plus 5, je sais que ça vaut 9. Et donc, je fais directement 9 plus 7, qui me donne 16, qui est 4 au carré. Maintenant, pour calculer la somme qui est ici, c'est la même chose. Inutile de refaire tous les calculs. Je sais que jusqu'à 7, ça vaut 16. Et puis, je rajoute un 9 pour avoir le 5 au carré. C'est un procédé bien rapide, et c'est là où se cache la récurrence, c'est-à-dire que le résultat de la somme jusqu'à 9, par exemple, dépend du résultat d'avant, jusqu'à 7. Mais le résultat jusqu'à 7, il dépend aussi du résultat jusqu'à 5, etc. Ce lien sera exploité afin de démontrer que ce résultat sera vrai tout le temps. Comment va-t-on faire? Eh bien, c'est le principe de la récurrence. Tout d'abord, je vérifie que mon résultat fonctionne initialement, c'est-à-dire que la toute première égalité est vraie. Ici, je vois bien que la première somme est un carré parfait et que j'appelle donc l'initialisation. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'hérédité.
l'hérédité signifie ici que je suppose que le résultat est vrai pour un certain n, et à partir de ce résultat-là, je vais démontrer qu'il est vrai pour n plus 1. C'est-à-dire que la propriété au rang n plus 1 ici, elle est héréditaire de la propriété d'avant. Si celle d'avant est vraie, alors celle d'après le sera forcément. Ça veut dire, je suppose que c'est vrai pour un certain n, et je démontre que si c'est vrai pour un certain n, alors c'est vrai aussi pour n plus 1. Cela permettra de conclure notre récurrence. Eh bien parce que si j'ai démontré que c'est vrai pour n, alors c'est tout le temps vrai pour n plus 1, et que si j'ai démontré que c'est vrai pour la première étape, alors ça signifie que la première étape va impliquer la deuxième étape, puisque je sais que n implique n plus 1, et donc si n égale 1, cela va appliquer aussi la véracité de 2. Maintenant, si la deuxième étape est vraie, eh bien je sais que la troisième étape est vraie aussi, et c'est parce que j'ai démontré ici que si pour un certain n c'est vrai, alors pour n plus 1 c'est vrai aussi. Pareil pour après, c'est vrai à 3, ça sera vrai à 4, grâce justement à l'hérédité. Et puis si c'est vrai pour 4, c'est vrai pour 5, et si c'est vrai pour 5, ça sera vrai pour 6, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à n'importe quel entier n. C'est un principe assez trivial en fait, donc si 1 est vrai, cela va impliquer 2, si 2 est vrai, 2 impliquera 3, si 3 est vrai, eh bien 3 impliquera 4, etc. jusqu'à n'importe quel entier n. C'est super chouette, n'est-ce pas? Et puis, ce sera très facile à utiliser en général. Passons maintenant à la pratique. Je vous rappelle que j'aimerais démontrer que 1 plus 3 plus 5 jusqu'à donc 2n moins 1, ça vaut tout le temps n au carré. Je vais démontrer ça par récurrence. Tout d'abord, je sais que cela fonctionne si n égale 1. Donc, si n égale 1, cela fonctionne parce que je sais que 1, c'est égal à 1, qui est en fait égal à 1 au carré, et c'est donc en fait ici n au carré. C'est très bien. Maintenant, je suppose que cela fonctionne pour un entier n quelconque. Mais je ne suppose pas, attention, que c'est vrai pour tout n. Faites très attention, beaucoup d'entre vous font cette faute de débutant, c'est-à-dire de supposer que c'est vrai pour tout n. Si vous supposez que c'est vrai pour tout n, il n'y a plus rien à démontrer. N'est-ce pas les copains? Eh bien, tout d'abord, le principe de la récurrence, c'est si c'est vrai pour n, alors c'est vrai pour n plus 1. Faites très attention, cela ne signifie pas que je suppose au départ que c'est vrai pour tout n. Si je suppose que c'est vrai pour tout n, eh bien ça sera vrai pour tout n. Il n'y a rien à démontrer parce qu'on n'a pas à démontrer que c'est vrai pour n plus 1. Parce que n plus 1, c'est un certain nombre n aussi. Ok? Alors, donc, je suppose que c'est vrai pour un entier n et j'aimerais démontrer que c'est vrai pour n plus 1. Donc, je vais noter cette propriété p de n. C'est une propriété qui dépend de n. Donc, je suppose que p de n est vrai pour un certain entier n. Donc, soit n, donc un entier plus grand égal à 1, puisqu'ici je commence à 1. Et supposons que p de n est vrai. C'est une propriété, donc ça prend un e. Eh bien, je voudrais démontrer à partir de là que si p de n est vrai, alors p de n plus 1, pour ce n qu'on s'est fixé au départ, est aussi, donc, vrai. Alors, au brouillon, ce que je pourrais faire, c'est d'écrire p de n plus 1, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'aimerais démontrer? Eh bien, p de n plus 1, c'est la propriété que 1 plus 3 plus 5, jusqu'à cette fois-ci, donc, 2n moins 1 plus 2n plus 1, ça vaut, normalement, n plus 1, le tout au carré. C'est ce que j'aimerais démontrer, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que j'aimerais démontrer? J'aimerais démontrer que si ça c'est vrai, alors forcément, ça sera vrai. Voilà, donc je pars à partir de là. Et je sais que pour obtenir p de n plus 1 à partir de p de n, il suffit de rajouter 2n plus 1. Donc, je sais que j'ai ça qui est vrai, 1 plus 3 plus 5 jusqu'à donc 2n moins 1, ça vaut n carré, ça je le sais. Et maintenant, pour arriver à p de n plus 1, je n'ai qu'à rajouter de part et d'autre 2n plus 1, qui est l'entier impair qui vient juste après 2n moins 1. J'espère que vous êtes convaincus de ceci. Donc j'obtiens 1 plus 3 plus 5 plus donc 2n moins 1 plus 2n plus 1, c'est égal à n carré plus 2n plus 1. D'ailleurs, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure en effectuant les calculs. J'avais compris que la propriété d'après, elle dépendait de celle d'avant. Pour effectuer les calculs de p de n plus 1, eh bien, il suffisait que j'utilise le résultat d'avant, auquel j'ajoute bien sûr le nombre entier naturel impair suivant 2n moins 1. Mais pourquoi est-ce que donc ce truc-là sera-t-il un carré parfait? Eh bien, regardez ici, c'est très simple. N carré plus 2n plus 1 est une identité remarquable et qui vaut n plus 1, le tout carré. Oh, c'est incroyable, mais ça, c'est bien p de n plus 1. Très bien. Eh bien, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré d'abord que c'est vrai au premier rang, quand n égale 1.
Et maintenant, j'ai démontré que pour n'importe quel autre n, si c'est vrai pour ce n, alors ça sera vrai pour n plus 1. Mais puisque c'était vrai pour 1, eh ben, ça sera à partir de ce que je viens de démontrer, ça sera forcément vrai pour 2. Mais si c'est vrai pour 2, là encore à partir de ce que je viens de démontrer, plus généralement pour n'importe quel n, eh ben, ça sera vrai aussi pour n plus 1 ici, c'est-à-dire pour 3. Mais 3 aussi impliquera donc 4, et c'est la même histoire, j'arrive jusqu'à n'importe quel nombre entier n. Super chouette. Voilà donc, j'ai démontré que la somme des entiers impairs sera tout le temps un carré parfait. Alors je prétends maintenant que le principe de la récurrence ne met pas toute la lumière sur la véracité de cette somme des nombres entiers impairs. Pourquoi est-ce que c'est tout le temps un carré parfait? Bien sûr, on l'a démontré en utilisant ce principe, mais je prétends que c'est toujours pas suffisant. Regardez ce qui se passe. Tout d'abord, je vais réécrire donc ma somme, 1 plus 3 plus 5 jusqu'à donc 2n moins 1 qui est égal à n carré. Et je vais vous présenter une petite preuve géométrique de ce résultat. Tout d'abord, le 1, on peut le représenter ici avec un point. Ensuite, le plus 3, eh bien, si je dessine ça comme ça, donc 1 plus 3, regardez, 1 plus 3, qu'est-ce que j'obtiens? Oh, j'obtiens un carré, c'est-à-dire 2 au carré, et c'est bien égal à 4. Maintenant, si je rajoute au résultat le 5 qui est ici, regardez comment je fais, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, et j'obtiens ma somme 1 plus 3 plus 5, et c'est encore un carré. Et ça vaut bien 3 fois 3, c'est-à-dire 3 au carré. Maintenant, de même, si je rajoute un 7, regardez ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Mais c'est incroyable, c'est toujours un carré. Et j'obtiens aussi donc la somme 1 plus 3 plus 5 plus 7. Et pour avoir le nombre total des points, je n'ai qu'à faire 4 fois 4, c'est-à-dire 4 au carré. Voilà donc comment je peux me rendre compte géométriquement que la somme des entiers impairs est toujours un carré parfait. Bien sûr, le dessin est ingénieux, quelque part, mais franchement, il permet de voir plus concrètement pourquoi est-ce que la somme des entiers impairs, c'est tout le temps un carré parfait. D'ailleurs, ce petit dessin permet d'avoir une autre preuve, et cette fois-ci, il s'agit d'une preuve algébrique. Comment donc? Eh bien, qu'est-ce que je vois ici? Eh bien, je vois que par exemple, ici, le nème nombre impair, par exemple 7, c'est tout simplement la différence de deux carrés, c'est 4 au carré moins 3 au carré qui est ici. Pareil, par exemple, je sais aussi que 5, eh bien, ça sera 3 au carré moins 2 au carré qui est là. Je prétends que, avec cette petite remarque algébrique, je peux démontrer que la somme des entiers impairs est un carré parfait. Il s'agit bien sûr ici des entiers naturels. Comment faire? Eh bien, je viens de remarquer que 3, ça vaut 2 au carré moins 1 au carré. C'est donc en fait les éléments de ce carré moins le 1 qui est là. Pareil, 5, c'est 3 carrés cette fois-ci moins 2 au carré. 7, c'est 4 au carré moins 3 au carré. 9, c'est donc 5 au carré moins 4 au carré, etc. De façon donc plus générale, je sais que 2n moins 1 sera égal à n au carré moins n moins 1 au carré. Ah oui, elle est vraie cette identité ici? Mais oui, elle est vraie puisque, en fait, si vous développez le terme qui est ici à droite, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient n carré moins 2n donc plus 1. J'utilise tout simplement une identité remarquable. Et vous enlevez les parenthèses, vous allez tomber sur 2n moins 1 qui est bien ce résultat qui est ici. Voilà donc, je viens de démontrer que tout nombre impair est la différence de deux carrés, et pas n'importe quel deux carrés, ce sont deux carrés parfaits consécutifs. Voilà donc. Comment maintenant démontrer du coup que la somme des entiers naturels impairs est un carré parfait? Regardez ce qui se passe. J'ai oublié ici bien sûr d'écrire le 1. Et on peut dire que 1 c'est 1 au carré moins 0 au carré. Si maintenant je fais donc la somme 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 etc. Qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien je fais la somme de l'autre côté. 1 carré moins 0 carré plus 2 carré moins 1 carré. Regardez le 1 carré qui est ici et le 1 carré qui est ici, il saute. Le 0 carré est inutile bien sûr, c'était juste pour vous montrer que 1 s'écrit aussi comme la différence de 2 carrés. Maintenant je fais le 3 plus 5, j'ai un 2 carré ici et un moins 2 carré ici, ça va sauter pareil, même chose. 3 carré sautera avec le moins 3 carré qui est ici, 4 carré va sauter avec le moins 4 carré qui est ici, etc. Et j'obtiens donc que par exemple, sommet de 1 jusqu'à 9, eh bien le résultat c'est tout le temps le dernier carré qui est ici, qui restera tout seul parce que tous les autres se sont annulés. Ok? Super chouette, n'est-ce pas? Ce type de raisonnement est tout simplement les sommes télescopiques. Je sais donc que, plus généralement, 2k plus 1, par exemple, c'est n plus 1, le tout au carré,
pardon, k plus 1 le tout au carré moins k au carré. Si j'applique la somme de part et d'autre, je sais que la somme de k égale 0 jusqu'à n donc de 2k plus 1, elle va être égale aussi à la somme de k égale 0 jusqu'à n de k plus 1 le tout au carré moins k au carré. Alors j'écris les choses de façon un peu plus formelle, bien sûr, mais c'est exactement ce que je viens de faire ici. Mais ça, c'est une somme télescopique, c'est-à-dire tout va s'annuler, et il restera tout simplement donc le dernier terme, c'est-à-dire n plus 1 le tout carré, tac, tac, le tout au carré, moins le premier terme qui est 0 au carré. J'obtiens donc que ça vaut n plus 1, le tout au carré. Pourquoi est-ce que n plus 1 au lieu de n? Eh bien, c'est parce que ici, j'ai choisi d'avoir les entiers naturels impairs jusqu'au nème plus 1. On ne s'arrête pas au nème entier impair qui est 2n moins 1, mais on s'arrête à 2n plus 1 et on obtient tout naturellement n plus 1 le tout carré. Voyez donc que ces preuves qui n'utilisent pas la récurrence sont tout de même bien plus parlantes que la toute première preuve. Notez par contre que pour démontrer le principe de la somme télescopique, on est obligé là encore d'appliquer le principe de la récurrence. Parce que, en fait, franchement, les 3 points ici de suspension, ça remplace une récurrence qui est bien enfuie, mais ça reste une récurrence. Passons maintenant à un deuxième résultat sur les entiers. On commence toujours avec 1 égale 1. Et puis, regardez ce que je vais faire. Eh bien, je fais tout simplement 1 plus 2 plus 1. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 4. Et puis, je fais 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 9. Et j'espère que vous avez compris ce que je suis en train de faire. J'arrive jusqu'à un nombre n. Et ensuite, je décroît jusqu'à 1. Donc, ici, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4. Et ensuite, je redescends, plus 3, plus 2, plus 1. Faites la somme, vous allez tomber sur 16. Allez, une dernière étape pour vous faire plaisir. Je somme jusqu'à 5. Donc, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus donc 5, et ensuite plus 4, plus 3, plus 2, plus 1, et c'est égal à 25. Mais c'est incroyable ça. Bon, on remarque d'ailleurs que la somme ici et la somme ici sont les mêmes, et puis qu'il suffit de rajouter un 5 en plein milieu. J'obtiens ici, et j'espère que vous l'avez remarqué, 1 au carré, et puis ici c'est 2 au carré, ici c'est 3 au carré, ici c'est 4 au carré, ici c'est 5 au carré, etc. Et c'est toujours un carré parfait. C'est super chouette. 3 points de suspension. Ce résultat serait-il vrai pour n'importe quel nombre n? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la somme 1 plus 2 plus donc 3 jusqu'à n, et puis je redescends n plus 1, pardon, n moins 1, plus n moins 2, jusqu'à donc 1, et j'obtiens forcément n au carré. C'est ce que j'aimerais démontrer, et je vais le faire d'abord par récurrence. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause, faites-le vous-même par récurrence, et puis essayez de dessiner ce résultat géométriquement pour mieux voir pourquoi est-ce que cela fonctionne. Alors, pour ce faire, je note que ce résultat est vrai à l'initialisation, c'est-à-dire pour 1, eh bien j'obtiens un carré parfait aussi. Et puis, ce que j'aimerais démontrer, que si c'est vrai, cette propriété que j'appelle P de n, si c'est vrai pour un nombre n fixé, eh bien, ça sera aussi vrai pour P de n plus 1. Et donc, j'écris P de n plus 1 pour me rendre compte où est-ce que je vais en venir. P de n plus 1, c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à donc n, et donc après c'est n plus 1. Je décroît plus n moins 1 jusqu'à donc 1. Ça vaut naturellement n plus 1, le tout au carré. Donc ça c'est ma propriété P de n plus 1 que je n'ai pas encore démontré. Je suppose tout simplement que c'est P de n qui est vrai et j'aimerais à partir de là arriver jusqu'à P de n plus 1. Alors c'est une trivialité et il n'y a pas grand chose à démontrer parce que pour passer de celle-ci à celle-là, qu'est-ce que j'ai rajouté tout simplement? Eh bien j'ai rajouté un n qui n'était pas là, c'était celui-ci. Et puis, j'ai aussi rajouté un n plus 1 qui est celui-là. C'est tout, hein. C'est la seule différence entre les deux sommes. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai rajouté à n carré au final? Eh bien, à n carré, c'est-à-dire cette somme qui est ici, je lui ai rajouté d'abord n, et puis je lui ai rajouté encore n plus 1. Qu'est-ce que j'obtiens comme résultat final? Eh bien, j'obtiens n carré plus 2n plus 1, et ça, coup de magie, c'est bien n plus 1, le tout au carré. Terminé, le résultat est démontré par récurrence, c'est-à-dire je sais que ces sommes un peu bizarres mais un peu sympathiques, avouons-le, donnent toujours des carrés parfaits. Eh bien, comme promis, je vous ai dit qu'il y a des preuves géométriques bien plus parlantes,
Et moi, franchement, j'aime bien dessiner. Tout d'abord, eh bien, je dessine un 1 qui est ici. Ensuite, je vais essayer de dessiner le 2 plus 1 afin d'obtenir un carré parfait, c'est-à-dire afin d'obtenir un carré en géométrie. Eh bien, regardez comment je fais. Donc, j'ai un 1, plus 2, 1 ici et 1 là. Donc 1 plus 2, et puis plus 1. Voilà, 1 plus 2 plus 1. Je tombe bien sur un carré parfait. Maintenant, je voudrais aller plus loin et faire la somme ici, plus bas, qui donne 9. Regardez comment je fais. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 plus 2, et je dois rajouter un 3. C'est tout simplement ici, je rajoute un 3 en diagonale. Voilà, j'ai 1 plus 2 plus 3. Et ensuite, je vais tout simplement compléter ici. Je rajoute 2 en cette petite diagonale. Donc, ça me donne 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1. Voilà donc, j'obtiens un carré parfait et qui me donne bien 3 au carré. Donc, 1 plus 2, regardez, plus 3. Tac, c'est ici. Et ensuite, je recommence à plus 2 et ensuite à plus 1. Je vous invite à faire cette preuve par vous-même, c'est-à-dire dessiner davantage de sommes afin de vous convaincre que ceci est vrai tout le temps. Vous allez voir que c'est très instructif. Passons maintenant à une question fondamentale que l'on peut se poser sur le principe de la récurrence. Beaucoup pensent, et à tort bien sûr, que si j'arrive à démontrer Pn implique donc Pn plus 1, c'est-à-dire que si j'arrive à démontrer l'hérédité, eh bien il est suffisant de dire que, dans ce cas, la propriété P de n est vraie pour tout entier naturel, le n. C'est vrai cette histoire? C'est-à-dire, dois-je à chaque fois vérifier l'initialisation? Autrement dit, l'initialisation est-elle aussi importante dans le principe de la récurrence? Eh bien, je prétends que oui, et regardez avec ce contre-exemple. Je vais prendre la propriété P de n suivante, donc 3 divise tout le temps 4 à la puissance n. Et je vais vous montrer que si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai aussi. Pourtant, P de n n'est pas du tout vrai pour n'importe quel entier n. Alors, P de n plus 1, c'est tout simplement que donc 3 divise 4 à la puissance n plus 1. Et je prétends que donc si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai. Mais cela ne va pas impliquer que P de n est vrai tout le temps. Alors, pourquoi est-ce que si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai? C'est très simple. Si 3 divise 4 à la puissance n, je peux écrire 4 à la puissance n sous la forme d'un certain 3, de 3 fois un certain k, où k est un entier naturel. Maintenant, à partir de là, je sais que 4 à la puissance n plus 1, c'est tout simplement 4 à la puissance n, le tout multiplié par 4, c'est-à-dire, puisque je sais par hypothèse que 4 à la puissance n est divisible par 3, c'est-à-dire 4 à la puissance n c'est 3 fois k, eh bien j'obtiens 3 donc fois k fois 4, et donc le tout est un multiple de 3, puisque il s'écrit 3 fois notre entier, qui est 4k ici. Ainsi, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que si 3 divise 4 à la puissance n, eh bien il est trivial de voir que 3 doit diviser aussi 4 à la puissance n plus 1. Peut-on alors dire que, quel que soit n appartenant à n, que en fait 3 divise 4 à la puissance n? Eh bien, je prétends que non, et que ceci est faux en général. Pourquoi est-ce que je ne peux pas donc ici conclure? Eh bien parce que l'initialisation est fausse. Il n'y a aucun rang n pour lequel cette initialisation est vraie. Pourquoi donc? Eh bien, c'est une trivialité, parce que la décomposition de 4 à la puissance n en facteur premier, c'est 2 à la puissance 2 le tout à la puissance n, c'est-à-dire 2 à la puissance 2n, et l'on voit donc qu'il n'y a aucun 3 qui apparaît. La décomposition en facteur premier d'un nombre entier, elle est unique. C'est-à-dire que si 3 n'apparaît pas ici, eh bien 3 ne peut pas diviser 4 à la puissance n. Sommes-nous d'accord? Et d'ailleurs, on peut démontrer très facilement que le reste de la division euclidienne de 4 à la puissance n par 3, il vaudra toujours 1. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que 4, lui, il est congru à 1 modulo 3, c'est-à-dire que le reste de la division euclidienne de 4 par 3, il vaut 1. Et avec l'outil de la congruence, que l'on verra ensemble, ne vous inquiétez pas, eh bien je peux en déduire que 4 à la puissance n est toujours congru à 1 à la puissance n modulo 3. Vous pouvez voir ça, bien sûr, comme une vraie égalité. Donc si 4 égale 1, alors 4 à la puissance n égale 1 à la puissance n. Mais 1 à la puissance n, c'est la même chose que 1, donc modulo 3. Et je vois bien que, en fait, le reste de la division euclidienne de 4 à la puissance n par 3, il vaut toujours 1. Et que donc, 4 à la puissance n, il ne peut pas être divisible par 3. Il n'y a aucun entier n pour lequel 4 à la puissance n est divisible par 3. Et donc, je peux en déduire qu'il n'y a aucun rang pour lequel on peut initialiser notre récurrence
pour en déduire que la propriété P de n est vraie pour tout n. Donc cette propriété ne peut pas être vraie et pourtant je vois que P de n implique P de n plus 1. Ainsi, moralité de cette histoire, faites très attention, il faut toujours vérifier l'étape initiale qu'il y a un entier n pour lequel cela fonctionne. Sinon, tout tombe à l'eau. Avant de vous laisser partir, j'aimerais vous raconter un petit paradoxe dû à son excellence Alfred Tarski. Eh bien, je peux démontrer la propriété P de n suivante, c'est que si je prends n nombres, que je dénote A1, A2 jusqu'à donc AN, je peux démontrer par récurrence que A1, A2 et AN sont tous égaux. Ça veut dire n'importe quelle collection de n nombres ne contient que des nombres égaux. Mais c'est quoi cette histoire? Ça veut dire que si je prends 2, 3 et 4, je pourrais démontrer qu'ils sont égaux? Eh bien, regardez bien. Pour n égale 1, eh bien, une collection qui ne contient qu'un seul nombre, et bien sûr, ce nombre est égal à lui-même. Donc, P de n est vrai pour n égale 1. Maintenant, il reste à démontrer le passage de P de n jusqu'à P de n plus 1. Ça veut dire que si je suppose P de n vrai, alors P de n plus 1 l'est aussi. On va essayer ceci avec n égale à 3 et on aimerait démontrer la propriété pour n égale 4. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je sais par hypothèse que toute collection contenant 3 nombres ne contient que des nombres égaux. Et j'aimerais démontrer que toute collection contenant 4 nombres, eh ben, ils seront égaux aussi. Donc je vais prendre les nombres A, B, C, D, j'ai 4 nombres ici, et j'aimerais démontrer que ces 4 nombres sont forcément égaux. Eh bien, qu'est-ce que je sais? Je sais que pour toute collection de 3 nombres, ils sont tous égaux, ça veut dire que puisque A, B et C sont 3 nombres, eh ben je sais qu'ils sont égaux. Et donc, je sais que A, c'est égal à B, c'est égal à C. Maintenant, qu'est-ce que je sais de plus? Je sais que B, C et D, eh ben c'est une autre collection de 3 nombres, et par hypothèse de la récurrence, je sais qu'ils sont tous égaux aussi, ça veut dire que B égale à C et C égale à D aussi. Et donc, puisque C égale D, je peux écrire que C égale à D. Oh, incroyable, je viens de démontrer donc l'hérédité, c'est-à-dire que si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai. Et j'ai fait ça pour n égale à 3, mais je pourrais généraliser ceci pour n'importe quel nombre n d'ailleurs. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça veut dire que tous les nombres sont égaux? Ah oui, c'est une belle contradiction. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi est-ce faux? Pourtant, j'ai vérifié l'initialisation, cela fonctionne pour un seul nombre. J'ai vérifié ici que si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai aussi, et ce avec un petit exemple. Et donc, par le principe de la récurrence, cela devrait fonctionner. C'est-à-dire, toute collection ici de n nombres ne contient que des nombres égaux. Ce que l'on peut grosso modo comprendre comme tous les nombres, allez, du moins entiers, sont égaux. C'est n'importe quoi ce résultat. Je vous propose de méditer un tout petit peu, mettre notre vidéo sur pause, afin de comprendre ce qui s'est réellement passé. Maintenant que vous avez mis votre vidéo sur pause, je vais vous montrer pourquoi est-ce que ce que je viens de faire est faux. Alors, cela fonctionne pour n égale 1, très bien. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une rupture entre le passage de n égale 1 à n égale 2. Parce que si je prends une collection de 2 nombres, et si je sais que c'est vrai pour n égale 1, ben rien ne me garantit que si je prends 2 nombres, alors ils sont égaux. N'est-ce pas? Et donc en fait la propriété n'est pas du tout vraie pour n égale 2. C'est vrai qu'elle est vraie pour n égale 1. Mais ce passage P de n vers P de n plus 1, c'est vrai qu'il fonctionne à partir de n égale 2 d'ailleurs. Si toute collection de 2 nombres, je peux démontrer que ces 2 nombres sont égaux, eh bien je pourrais passer de n égale 2 jusqu'à n égale à 3. Et de n égale à 3 jusqu'à n égale 4, etc. Par contre le problème c'est que on ne peut pas passer de n égale 1 à n égale 2. Eh oui. Donc faites très attention, hein. C'est pas parce que un principe fonctionne pour un cas particulier qu'il fonctionne pour tous les cas. Et d'ailleurs, il fallait le voir que ça ne fonctionnait pas entre 1 et 2. Et cela donc montre bien que ce résultat est complètement faux, comme le suggère notre intuition, bien entendu. Notre leçon touche à sa fin et l'on peut se poser encore plein de questions sur la récurrence. L'une des questions toutes naturelles, c'est un principe qui fonctionne, mais en mathématiques, on a l'habitude de tout démontrer. Peut-on démontrer le principe de la récurrence? Là encore, à méditer. Merci pour votre écoute et à très vite.